Je vous propose dans ce nouveau podcast de clore le chapitre sur le schéma cinématique en reprenant point à point les 10 étapes de la démarche d'élaboration d'un schéma cinématique. Donc, première étape, observer et animer le mécanisme. Donc là, nous avons affaire à un étau d'atelier. La rotation de la vis ici provoque la translation ici de ce qu'on appelle un mort. Une fois que le mécanisme est compris, nous allons pouvoir commencer à rechercher ce qu'on appelle les classes d'équivalence. Qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence? C'est l'ensemble des pièces qui n'ont pas de mouvement relatif possible entre elles. Donc c'est l'ensemble des pièces qui sont en liaison encastrement les unes avec les autres. Quand on fabrique un mécanisme, il est constitué de plusieurs pièces. Et très souvent, il y a un certain nombre de pièces qui sont liées les unes aux autres et qui ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Prenons un exemple. Ici, le manche de l'étau, que je commence à colorier en rouge, est relié à la pièce ici, qui est une vis, qui va manœuvrer l'étau d'établi. Donc je colorie cette pièce vis partout où je la vois. L'ensemble du manche plus la vis forme ce que l'on appelle une classe d'équivalence ou un solide. Je l'ai colorié sur la vue de dessous, je vais la faire aussi sur la vue de dessus. La vis disparaît à l'intérieur de l'étau et réapparaît seulement ici. Donc, je n'ai pas commencé par n'importe quelle pièce. On cherche toujours à commencer par la pièce qui est la pièce qui crée le mouvement. Donc, très facile quand il y a un actionneur. Il suffit de prendre la tige du vérin ou le rotor du moteur. Souvent, c'est de là que vient le mouvement. Ou bien, quand un mécanisme comme ceci, qui est un mécanisme animé manuellement, en cherchant la pièce que l'on fait bouger pour obtenir la fonction du mécanisme. Donc, j'ai colorié ma première pièce, et je vais changer de couleur parce que cette pièce-là tourne, et j'obtiens ici la translation de ce qu'on appelle le mort mobile. Donc la partie ici que je mets en vert, c'est le mort mobile, que je retrouve sur la vue de dessus, qui est donc ici. Et on voit bien que celui-ci se déplace en translation. Et puis, c'est tout. L'autre pièce qui est le bâti ou qui est fixé au support de la machine, lui ne bouge pas. Donc en général, on fera l'effort de le laisser en blanc, de manière à mettre en évidence, et donc en couleur, les solides qui bougent. Donc le bâti, le carter, tout ça n'est jamais colorié et toujours laissé en blanc. Donc, étape effectuée. Donc nous avons fait la première étape, observation du mécanisme. Nous venons de faire la deuxième étape, nous avons colorié toutes les classes d'équivalence. Chaque pièce est bien incluse dans une classe d'équivalence. Classe d'équivalence pour nous en blanc, classe d'équivalence en vert, classe d'équivalence en rouge. Nous allons donc maintenant commencer le graphe des liaisons. Donc nous allons faire une bulle par classe d'équivalence. Donc graphe des liaisons, je vais m'installer là. J'ai donc une bulle pour les pièces de la classe d'équivalence en vert, une bulle pour les pièces de la classe d'équivalence en rouge, et puis la classe d'équivalence que j'ai laissée en blanc, par convention, elle est en noir. On fera quelque chose de particulier, comme cette classe d'équivalence, c'est la classe d'équivalence qui ne bouge pas, donc comme elle ne bouge pas, c'est la classe d'équivalence qui sert de référence, on va lui mettre ce petit, alors ce peigne, comme certains disent certains, ce référent. Moi, je fais plutôt allusion au référent en société qu'on appelle la grande, qui permet de faire comprendre que ça, c'est la référence. Donc, on va se référer par rapport à cette pièce-là. Maintenant, à chaque classe d'équivalence, il va falloir donner un nom. Donc, ça va être ici le bâti. Le mort qui bouge, on va l'appeler mort mobile.
et la vis de commande pour la classe d'équivalence en rouge. Donc je suis rendu à la troisième étape, j'ai fait une bulle par classe d'équivalence, je leur ai affecté un nom à chacune. Voilà, cette étape 3 est terminée. Étape suivante, étape 4, nous allons rechercher les contacts et compléter le graphe des liaisons. Donc nous allons revenir ici et nous cherchons les contacts entre les classes d'équivalence. S'il y a contact, ça veut dire que les classes d'équivalence se touchent. Donc ici à ce niveau-là, on va donc voir que les couleurs se touchent. Donc, et là, on va les entourer. On se rend bien compte qu'ici, le rouge touche le blanc. On pourrait le voir aussi ici. On va se rendre compte ici que le rouge touche le vert. Et puis on va se rendre compte ici que le vert touche le blanc. Il faut donc tranquillement repérer les différents contacts. Comment on va représenter un contact sur le graphe des liaisons? Eh bien, on va représenter un contact par un trait. Donc, la vis touche ici le bâti. Je vais donc mettre un contact entre la vis et le bâti que je vais représenter par un trait. La vis touche ici le mort mobile. Je vais donc faire un trait entre la vis et le mort mobile. Le mort mobile touche ici le bâti. Je vais donc faire un trait entre le mort mobile et le bâti. Alors, pour bien repérer où se trouve chacune des liaisons, on va leur affecter une lettre. Donc, je vais mettre au centre du contact une croix avec une lettre. Voilà, ce sera le contact de centre A. Je vais donc avoir ici le contact de centre B et ici le contact de centre C. Contact de centre A. Et donc, je vais reporter cette lettre-là sur mon graphe des liaisons. Nous verrons que ça va pas nous servir. Donc, entre le rouge et le blanc, entre le bâti et la vis, contact centre A, entre le rouge et le vert, centre B, entre le vert et le blanc, centre C. Si je reprends la démarche, nous sommes rendus à la quatrième étape, j'ai recherché les contacts, j'ai complété le graphe des liaisons. Aucune bulle n'a moins de 2 contacts. On peut remarquer que dans mon graphe des liaisons, chaque bulle a au moins 2 contacts. Le seul cas où nous avons une classe d'équivalence qui n'a qu'un seul contact, c'est le cas d'une classe d'équivalence qui serait suspendue. Une pièce ou un ensemble de pièces suspendues. Donc maintenant, étape 5, c'est l'étape un peu plus compliquée. Il va falloir prendre un repère de manière à pouvoir identifier les mouvements et ainsi pouvoir déterminer les liaisons. Donc je vais démarrer, je vais prendre un repère. Alors sur la première vue, je prends un repère par exemple comme ceci, X horizontal, Y vertical, Z vers B. La vue qui est dessous correspond à la vue de dessus, donc sur la vue de dessus, je vais donc avoir l'axe des X toujours vers la droite. Par contre, l'axe des Z, des Y plutôt, va venir vers moi, et l'axe des Z va donc descendre vers le bas. Donc maintenant que j'ai bien vu mon repère, je vais pouvoir essayer d'identifier les liaisons. Donc, au point A, j'ai un contact entre la vis et le bâti. On voit bien que c'est une forme hélicoïdale. Donc, j'ai une liaison glissière hélicoïdale. Donc, entre le bâti et la vis, liaison hélicoïdale. D'axe quoi? Alors, on prend toujours le centre de la liaison, A, et comme c'est sur l'axe des X, AX. Entre la vis et le mort mobile, j'ai un contact cylindre-cylindre. Je me rends compte ici qu'il y a une petite vis qui rentre dans la rainure qui va empêcher la translation possible des 2 pièces l'une par rapport à l'autre. Il me reste donc comme seul mouvement une rotation. Je vais donc avoir une liaison pivot. Donc au point B, j'ai une liaison pivot d'axe toujours X, donc ça sera d'axe BX. Et enfin, entre le mort mobile et le bâti, si on analyse un petit peu les surfaces de contact, c'est plutôt les surfaces planes qui se touchent. On va se rendre compte que le seul mouvement que peut faire la pièce mort mobile, c'est uniquement une translation suivant l'axe des X. J'aurai donc une liaison glissière. Liaison glissière d'axe CX.
Voilà, j'ai complété mon graphe des liaisons. Donc ça y est, nous avons identifié les liaisons, trouvé leur axe, nous avons attribué un centre. Toutes les liaisons sont bien nommées. Et voilà, nous sommes au bout de la première partie que l'on appelle l'analyse. Là, nous avons fait l'analyse du mécanisme. Et nous allons attaquer la deuxième étape, qui est la partie élaboration du schéma cinématique. Alors, la première étape consiste à choisir la vue du mécanisme suivant lesquelles les pièces bougent parallèlement à vous. Donc, cette étape est très, très, très importante. Un mécanisme ayant 6 faces, il faut choisir la face ou les deux faces, parce qu'en général, devant-derrière, dessus-dessous ou droite-gauche donnera le même schéma cinématique. Donc, une des 3 faces permettant d'avoir les pièces qui se déplacent pas vers vous, mais parallèlement à vous. Donc pour illustrer ce que j'entends par choisir la vue du mécanisme suivant laquelle les pièces bougent parallèlement à vous, je vais me servir de ce petit pèse-lettre. Je vous rappelle que quand vous posez la lettre sur le plateau, le poids de la lettre fait plus ou moins monter le contrepoids, et suivant la position du contrepoids, vous pouvez lire ici sur une règle graduée le poids de la lettre. Donc le mécanisme est relativement simple, on a un certain nombre de classes d'équivalence. Si on a le temps tranquillement d'analyser, on va se retrouver avec combien? Allez, une classe d'équivalence qui est le plateau, deuxième classe d'équivalence qui est la petite biellette qui est ici, troisième classe d'équivalence le contrepoids, et puis enfin, c'est qu'il ne faut pas oublier, le bâti. Si je me place sur une vue de dessus, et que je fais bouger le mécanisme, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça bouge. Pourquoi? Parce que les pièces ne bougent pas parallèlement à moi. Si je me place sur une vue de droite, si je fais bouger le mécanisme, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre comment il fonctionne parce que les pièces ne bougent pas toutes parallèlement à moi. Autant l'ensemble plateau bouge bien parallèlement à moi, autant l'ensemble contrepoids, pas du tout. La vue qui serait la plus judicieuse serait la vue de face, où là le déplacement du contrepoids bouge bien parallèlement à moi, le plateau bouge bien parallèlement à moi, la biellette bouge bien parallèlement à moi. Donc voici la vue suivant lequel il faudra faire le schéma cinématique. Il est très important de bien choisir la vue suivant laquelle vous allez élaborer votre schéma cinématique. Donc si nous reprenons notre schéma cinématique, là la pièce se déplace bien horizontalement, bien parallèlement à moi, la vis tourne pas perpendiculairement à moi, mais je vois bien le mouvement qu'elle a. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette vue-là, c'est que les deux contacts B et C sont un petit peu l'un au-dessus de l'autre. Si nous prenons cette vue-là, nous nous rendons compte que la pièce se déplace bien encore parallèlement à moi, nous voyons bien la vis qui va tourner, et là les liaisons B, la liaison et la liaison C sont bien séparées. Donc on va privilégier cette vue-là, donc on prendra le plan X, Y pour représenter le schéma cinématique. Première étape va donc, une fois qu'on a choisi la vue, de remettre le repère correspondant. Donc je suis dans le repère X, Y, dans le plan XY, pour représenter mon schéma cinématique. Donc nous avons choisi la vue du mécanisme suivant lequel nous allons dessiner le schéma cinématique. Maintenant, nous allons reporter sur notre feuille le centre géométrique des liaisons. Alors, si vous vous rappelez, ici nous avions la liaison centre A, la liaison ici de centre B, et ici la liaison de centre C. Alors, pour mettre le centre des liaisons, je ne fais surtout pas un point, je fais une croix. Qu'est-ce que j'entends par respecter le centre géométrique des contacts? Si nous prenons les 3 contacts A, B et C, nous pouvons remarquer que le contact A et B sont sur la même horizontale et le point A se trouve à droite du point B. Que le point B et C sont sur la même verticale et le point C se trouve en dessous du point B. Voilà ce que j'appelle respecter la position géométrique des contacts. Une fois que ça c'est fait,
j'en profite pour reporter l'axe de la liaison. Au point A, nous avons une liaison hélicoïdale d'axe X. Donc la liaison hélicoïdale, elle doit dessiner comme un axe comme ceci. Au point B, nous avons une liaison pivot d'axe X. Donc au point B, la liaison sera représentée avec un axe comme ceci. Au point C, nous avons une liaison glissière d'axe X. Donc de même, l'axe de la liaison devra être comme ceci. Hein, je reporte ceci pour bien me rappeler la représentation et l'orientation de la liaison. Donc ça y est, j'ai reporté sur ma feuille le centre géométrique des contacts. Maintenant, il me reste à dessiner la liaison en respectant l'orientation du modèle graphique. C'est bien pour ça que j'ai pris le temps d'indiquer aussi mes axes de liaison. Donc, première liaison à représenter, la liaison entre la vis de commande et le bâti, donc entre la pièce le solide en rouge et le solide en noir. Donc, c'est une liaison glissière hélicoïdale. Je vais donc faire la pièce, la partie entre guillemets noire qui est le bâti, et je vais faire la partie rouge qui est la vis en respectant la modélisation cinématique de la liaison. Au point B, j'ai une liaison pivot entre la pièce, le solide rouge et le solide vert. Donc, je vais indiquer ici mon solide vert. Et je vais faire ma pièce en rouge. Vous voyez, j'ai bien fait attention à l'orientation de ma liaison pour représenter la représentation schématique de la liaison. Et enfin, au point C, entre mon solide vert et le bâti en noir, j'ai une liaison glissière d'axe horizontal. Donc je vais faire la partie glissière et donc ressort ici la partie en vert. Une fois que j'ai terminé mes liaisons, il ne me reste plus qu'à ce que j'appelle souvent habiller le schéma cinématique, c'est-à-dire rejoindre les liaisons entre elles, en respectant les couleurs. Hein. Donc ici, ma vis de commande va donc se rejoindre comme ceci. Hein. Je vais donc représenter légèrement la poignée pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Et puis ma pièce verte doit rejoindre la pièce verte. Donc je peux le faire à droite, je peux le faire à gauche, je peux plutôt aller comme ceci. Et je vais raccorder ma pièce verte. Donc voilà, j'ai raccordé mes liaisons les unes aux autres et donc j'ai fini mon schéma cinématique. Donc maintenant, il est important de savoir, un schéma cinématique devant expliquer comment ça bouge, il est important de savoir que mon schéma cinématique redonne bien ce mouvement, et au moins qu'à partir du mouvement d'entrée, on retrouve bien le même mouvement de sortie. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans la dernière étape, que j'ai appelée l'étape de vérification, hein, identifier le mouvement d'entrée et retrouver le mouvement de sortie. Donc c'est là où il ne faut pas tricher. Parce que c'est très facile de mettre le mouvement d'entrée et puis directement mettre le mouvement de sortie. Le mouvement d'entrée, par exemple, ça tourne comme ceci, et donc le mouvement de sortie, ça transtate. Mais là, vous ne vérifiez absolument rien. Donc, on va commencer par indiquer le mouvement d'entrée, MVT, E pour entrée. Et là, je vais suivre ce qui se passe. Alors, là, je me rends compte que mon schéma n'est pas complété. J'ai pas relié les pièces en noir. Et comme la pièce en noir, celle-ci, c'est le bâti, je vais mettre le même repère, même référent que j'avais mis sur le grave des liaisons, hein, pour indiquer que la pièce en noir est la pièce qui ne bouge pas. Hein, donc je le raccorde comme ça. Donc je disais que je pars du mouvement d'entrée et je vais essayer de retrouver le mouvement de sortie. Donc quand je fais tourner ici la pièce en rouge, hein, elle a envie de faire tourner la pièce en noir en même temps qu'elle. Il n'y a pas de raison que la pièce en noir n'ait pas envie de tourner en même temps que la pièce rouge. Et on se rend compte que la pièce en noir, elle est liée au bâti, donc elle ne peut pas tourner. Comme c'est une liaison glissière hélicoïdale, si la pièce en rouge tourne, la pièce en rouge est obligée de translater. La question est translate où? Vers la droite ou vers la gauche? Si je tourne le levier comme ceci, il va avoir tendance à se visser, donc il va se translater vers la gauche. Ça y est, la pièce rouge, elle translate vers la gauche et elle tourne. Arrivé au niveau de la liaison pivot, la pièce rouge veut faire tourner le solide vert. Mais, comme nous avons une liaison pivot, elle ne va pas l'entraîner en rotation. Par contre, la pièce en rouge se translatant vers la gauche, elle va entraîner ma pièce verte
vers la gauche. Donc la pièce verte se trace bien vers la gauche. Et la pièce verte étant le mouvement de sortie, nous allons pouvoir écrire que le mouvement de sortie est une translation vers la gauche. Mouvement S pour sortie. Et donc vers la gauche. Et c'est bien à partir du mouvement d'entrée, en repassant par les liaisons, que je trouve le mouvement de sortie. La pièce verte veut translater vers la gauche. La liaison glissière ici ne l'empêche pas, elle le laisse bien translater vers la gauche. Donc a priori, mon schéma cinématique, entre guillemets, fonctionne. Donc voilà la démarche étape par étape. Prenez votre temps, soyez rigoureux. Quand vous avez fini la partie analyse, ne la remettez pas en question quand vous faites le schéma cinématique. Si l'analyse est bien faite, le schéma cinématique sera bon derrière. Donc la deuxième étape, la deuxième partie de l'étape 6 à l'étape 10, c'est la partie élaboration du schéma cinématique. 10 étapes, une par une, en prenant bien votre temps. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Dernier petit conseil, l'étape qui est très très importante sur laquelle il y a beaucoup d'erreurs, c'est sur l'étape 6. Il faut que les pièces bougent parallèlement à vous. Je vous remercie.